dans un thème, lorsque vous avez une opposition, il y a plusieurs cas qui se présentent. Si ma main est une planète et l'autre main, ma main droite, une autre planète, et que ces deux planètes sont opposées comme moi tout de suite en croix. Ces deux planètes, main droite et main gauche, ne peuvent être liées à rien. Elles sont isolées. Et là, on a une espèce de tiraillement. Un tiraillement qui vous entraîne côté main gauche, un tiraillement qui vous entraîne côté main droite. Dans les deux maisons qui se font vis-à-vis. Hein. À travers la 2 ou la 8, la 1 ou la 7, la 3 ou la 9, hein, bien sûr. Mais cette opposition, elle peut être liée. S'il y a à peu près à cette hauteur-là une troisième planète, elle sera sextile à ma main gauche, trigone à ma main gauche et sextile à ma main droite. Et à ce moment-là, l'opposition jouera le rôle d'une corde à un arc. C'est-à-dire que la corde va donner une tension, mais une tension positive qui va permettre à la flèche de partir et d'aller au cœur de la cible. Donc, l'opposition va être résolue positivement. Il y a un autre cas, c'est l'opposition qui serait reliée par une planète à la verticale, en bas ou en haut, et alors là, ça formerait des cartes. Alors là, c'est quand même extrêmement dur, c'est un aspect d'enfermement. En l'occurrence, ici, l'opposition modernité et conservatisme, Saturne-Uranus, se passe dans l'axe 5-11. C'est assez intéressant parce que l'axe 5-11, c'est à la fois un axe affectif, mais c'est aussi un axe du projet et de la réalisation. Le projet étant à la maison 11, le concept, le projet est à la maison 11, et la réalisation à la maison 5. Et en tous les cas, cette opposition ici est relayée parfaitement par justement Pluton. Pluton qui a le rôle de transformateur. C'est le phénix. Pluton passe par un état de crise pour renaître. C'est une transformation dans la maison 9 d'une transformation spirituelle. Il y a une tension entre les vieilles valeurs et les nouvelles valeurs qui se résolvent par une espèce de mutation plutôt en œuvre spirituelle. Alors il faut remarquer aussi que le thème est un thème de nouvelle lune. C'est essentiel. Il y a une conjonction Soleil-Lune. C'est donc le début d'un cycle. Et en général, une conjonction Soleil-Lune est un peu l'équivalent d'un germe ou d'une petite pousse d'un bourgeon. Tiens, voilà le mot qui me vient, d'un bourgeon qui va éclore et qui va se développer. C'est l'équivalent du bébé. Oui, pourquoi pas, oui, puisque c'est un départ, c'est un germe. Surtout quand la Lune est après le Soleil. Hein. Alors là, c'est vraiment, on fonce dedans, et après on se retourne et on regarde les dégâts. Bon, bah écoute, toi qui connais bien les phénomènes lunaires... oui, très bien, et en plus ma grande fille, elle est tarée de cette manière-là. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu dans ce thème-là, d'autres... Vous n'avez pas étudié les configurations au moment où il a été élu ou Non, j'ai marqué ici la date où il a été élu. Il a été élu au 8e tour de scrutin. Ça n'a pas été aussi facile
ça. Quelle année? Et il a été élu le 16 octobre 1978. Et ma foi, le 16 octobre, je suppose que le soleil était sur l'ascendant. Mais je pourrais le savoir plus précisément. Tu peux calculer Oui, oui. 16 octobre. 16 octobre, ça, oui, ça fait un soleil sur l'ascendant, parce que 16 octobre, ça fait un soleil à 24-25 du B de la balance, ça. Ben non. Je crois. 22, oui. 22 de la balance. Eh bien, il a un ascendant à 22 de la balance. Donc, il a été élu sur un soleil qui fusionnait avec sa personnalité. Il avait un amas planétaire dans sa maison. Hein. Ah bah, raison de plus. Soleil, Mercure, il avait Uranus également. Oui, de toute façon, le soleil ne pouvait pas faire une élection, mais il pouvait déclencher des... Ouais, et puis il avait également Jupiter qui culminait en haut de son ciel. En cancer? Non, au début du lion. Au début du lion. Donc un Jupiter qui a fini sur la conjonction Jupiter-Neptune. Et puis l'autre date que j'avais notée, c'est la date de l'attentat qui a eu lieu le 13 mai. C'est curieux, hein? C'est dans un signe vénusien encore, là. Le 13 mai 81. Et je ne serais pas surpris que ça passait sur la maison 8. Ben, il avait Mars sur sa Vénus, même ascendant. Il y avait Mars sur sa Vénus, pratiquement sur la cuspide de lui. Oui. Il avait le transit, en fait il avait le soleil, le transit du soleil, de Vénus et de Mercure dans la 8. Vous savez, je vous l'ai raconté déjà une fois, je crois. Moi j'ai failli mourir 3 fois. Et par accident. Et 3 fois, Mars passait sur ma cuspide de lui. C'est très curieux. Alors me direz-vous, ça passe tous les 2 ans, hein. Il passe tous les 2 ans. Alors, à mon âge, il est passé 35 fois, hein. Mais sur les 35 fois, j'ai eu 3 événements graves, quand même, pile poil sur la cuspide de lui. Alors, il faut voir dans le ciel comment il était configuré, mais j'en arrive à croire que les violences pouvant amener la mort peuvent se passer sur le passage d'un arc dissonant sur la vie, et plus précisément sur la cuspide. Voilà. Et il a fait très exactement le transit de Pluton sur Mars natal et l'ascendant. Oh, alors, Pluton passait sur Mars natal et l'ascendant, alors que Mars passait sur le maître d'ascendant, c'est-à-dire que les 2 représentants du mois, écoutez-moi bien, les 2 représentants du mois, l'ascendant et son maître, l'ascendant et son maître Vénus, étaient toutes les 2 attaquées par les 2 planètes maîtresses du Scorpion et quand même porteurs d'une violence positive ou destructrice, hein, parce que ça peut être très positif aussi. Mais c'est quand même à noter que les 2 valeurs du mois étaient prises dans Mars. Oui, Claude. Quelques petites remarques. D'abord, Mars fait partie du mois. Ah non, mais Mars fait partie du mois. Le mois ici... Puisqu'il est sur l'ascendant. Oui, Mars, le mois, c'est Mars, Vénus, ou Mars Balance, c'est pareil. Hein. Donc, 2, 3 petites... Et Vénus, parce que son maître est dans un signe vénusien. Et on pourrait y mettre Saturne même. Oh, Saturne, parce qu'il est exalté en balance. C'est une question technique. Hein.
Ensuite, deux, trois petites Donc remarques. je pense que dans le cas présent de Jean-Paul II, que je ne connais pas très bien, je ne connais pas beaucoup les questions religion, ce qui est intéressant, c'est l'identification du maître d'ascendant à Mercure. Mais si je dis identification du maître d'ascendant Vénus à Mercure, je suis imprécis. Car je ne dis pas à Mercure en 8. En fin de compte, le mois Vénus s'identifie à un Mercure de la vie. C'est-à-dire à des valeurs cérébrales, ou alors à des valeurs de communication, ou encore à des valeurs de déplacement en 8, en secteur de mort. C'est pas par hasard qu'il était en papa mobile. Mercure, le déplacement. C'est des petites questions, en fait, on se met remarque pour des provocations, s'il te plaît, mon bon maître. La Vénus peut être aussi considérée en 7, c'est-à-dire l'amour des autres. Hein. Oui. Et encore aujourd'hui à la radio... D'autant plus, mon cher Claude, qu'une planète en maison joue quand même dans la maison où elle est physiquement, même si elle joue peut-être plus encore dans la maison ailleurs. Mais elle, de toute façon, elle est en ma salve de remarques pertinentes, une question. Oui. Moi, je crois qu'il n'y a pas de limite de maison entre les gens. Donc on passe de 7 à 8. Oui, alors, puisque effectivement, Vénus est proche du Pluspide. Si tu veux que je te réponde à ça, ou du moins que je te donne mon avis là-dessus, tu n'as pas tort. Il n'y a pas de limite très précise dans les frontières entre les maisons. Pourquoi? C'est l'enculage du Oui, pourquoi du reste? Ben, tout simplement parce que suivant le système où on monte les maisons, Montanus, maison égale, Regiomontanus ou autre, eh bien, les cuspides intermédiaires vont jouer de l'accordéon, d'accord. Donc, les limites sont floues quand même. Hein? Je continue mon cycle ma salve. Les maisons, d'après le grand ami d'Alvodia, ont été le nombre de 12 pour copier les signes. Hein. Donc il n'y a pas vraiment des frontières. Et comme tu dis, le planus cuspide de vie, et c'est le cuspide qui marque. Je continue. Sur l'opposition que je voulais faire une remarque tout à l'heure pertinente, mais je ne peux plus la faire, donc je suis frustré, justement, sur le fait que Pluton est le relais positif de l'opposition de Saturne-Uranus qui marque le jusqu'au boutisme. Hein. Saturne-Uranus, c'est le jusqu'au boutisme. Oui, est-ce que tu pourrais nous dire un mot? Oui, il était teigneux, hein, il a pensé qu'à ça, il a pensé qu'en termes politiques, hein, à casser le communisme. Ah ben son principal objectif, c'est en effet de faire tomber le communisme. Et alors, je voulais t'interroger sur le carré en T de cette opposition contre Soleil et Lune. Ben, tu sais, je ne peux pas te répondre grand-chose là-dessus. Sauf que une opposition d'Uranus à Saturne, elle traîne dans le ciel pendant des semaines, voire même des mois. Voire même plusieurs mois. Donc, elle est en soi pas importante. D'autant plus, je dis en général, d'autant plus que dans ce thème, Saturne est maître de 4, je veux bien, mais Uranus est maître de rien. Mais d'un seul coup, il se trouve que l'opposition Saturne-Uranus se trouve être au double carré des deux luminaires. Or, vous savez que les rapides valorisent les lentes. C'est une règle qu'il faut absolument se mettre dans la tête.
sinon on ne comprendra jamais rien à l'astrologie. Donc ici, les deux lampes, Saturne et Uranus, sont valorisées par le luminaire Soleil et par le luminaire Lune. Et donc que l'opposition, par ce fait-là, se met à prendre une importance capitale. Mais à part ça, je n'ai pas trop de choses à te dire. La conjonction Soleil-Lune, d'abord, il faut bien dire qu'elle n'est pas rarissime, hein, elle arrive tous les mois, hein, tout le monde l'a. Enfin, tous les mois, des gens l'ont. Il y a peut-être intéressant là-dedans quand même, c'est que c'est deux astres totalement différents. Il y a la clarté, la vérité, l'objectivité du Soleil qui fusionne avec la subjectivité, le rêve lunaire. Il y a l'indépendance du Soleil qui se trouve comme en fusion avec la dépendance, au contraire, lunaire. Il y a le principe masculin et le principe féminin qui sont en osmose. Alors, ça peut être très bien si la conjonction est bien relayée. Là, elle est au carré de Saturne et au carré d'Uranus. Elle est quand même détonnante si elle est mal vécue. Parce que c'est des valeurs totalement contraires. Vérité, objectivité, subjectivité, rêve, fantasme, chimère avec la Lune, fixité avec le Soleil. Il ne faut pas oublier que le Soleil, c'est le seul point fixe, et au contraire, mobilité complète avec la Lune. Excusez-moi, pourquoi dans ce cas-là, ces deux luminaires occupent des signes qui se suivent? Ah, ça, faudrait... C'est aussi la même contradiction entre Mars et Vénus qui se suivent aussi. Comment se fait-il que deux planètes qui sont si auto-opposées se trouvent dans des signes de la même saison et qui se suivent? C'est une incohérence sur le plan symbolique. Il faudrait que ce soit à ce moment-là que le domicile de la Lune soit opposé à celui du Soleil, que ce soit cohérent. Alors c'est pas le cas. Comment tu expliquerais ça, Stéphane? Parce que là, vous savez, moi je ne suis pas celui qui cherche des cohérences là-dessus. Je dirais même que quelquefois les incohérences me séduisent. Credo cuidas absurdum. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui m'interpelle, le reste je m'en fous totalement, c'est l'efficacité. C'est-à-dire c'est le côté pratique. C'est le côté concret. Alors... Moi je me mets à la place des élèves qui entendent ça. Ils se disent, ah tiens, c'est curieux, on nous dit... Oui, parce qu'au niveau de la pratique, ça va, mais au niveau de l'enseignement, ça laisse à désirer. En tous les cas, dans Soleil-Lune, il y a l'homme et la femme qui fusionnent, il y a le mâle et le féminin qui fusionnent, le rêve et la réalité, et c'est pas mal, ça. Et pour que ça fusionne, il faut déjà que ce soit différent. On ne parle de fusion que lorsque deux entreprises sont différentes, elles vont fusionner, mais c'est pas le principe même du féminin et du masculin de fusionner. Ils peuvent fusionner, ils vont fusionner. Monsieur Rieux, on vous écoute. J'avoue n'avoir pas réfléchi à la question. Ah bon, oui, Sur le Soleil et la Lune. Mais Mars et Vénus, c'est pareil. Comment se fait-il que Mars domine le Bélier et Vénus le Taureau, et en plus, de l'autre côté, Mars domine le Scorpion et Vénus la Balance? Alors, ce sont deux signes. Ça ne tient pas debout, tout ça. Mais vous savez, est-ce que ça doit tenir debout? Il y a des choses qui sont invraisemblables, mais qui fonctionnent. Pourquoi chercher de la logique à tout prix? Oui. Moi, je crois qu'il faut accepter les choses dans leur diversité, même dans leur contradiction. Le seul, j'allais dire, le tout, c'est que ça fonctionne. Je dirais même autre chose. Le tout, c'est que certains êtres
inspirait les bases fonctionnelles. Mais en fin de compte, le fonctionnement, c'est dans un thème, il y a tellement de facteurs qui interviennent que parler de vous parlez d'un fonctionnement comme vous parliez d'une voiture. Mais un thème, le fonctionnement d'un thème, c'est beaucoup plus compliqué que le fonctionnement d'une voiture. Oui. Et de pouvoir apprécier si quelque chose fonctionne ou pas, c'est quelque chose de très aléatoire. Oui, parce qu'il y a quelque chose de mécanique, en effet, et que mécanique dans une voiture, alors qu'il y a dans un thème à la fois du mécanique, du corporel. Donc le mot fonctionner est un petit peu excessif à employer dans le cadre du thème, parce qu'on pourrait très bien imaginer qu'un autre thème pourrait aussi bien fonctionner pour Monsieur Jean-Paul II. De toute façon, je vous dis ici, je faisais une analyse de lune-soleil en général, car je ne crois pas du tout que la conjonction lune-soleil chez Jean-Paul II soit importante. Ce qui est important dans ce thème-là, c'est le Mars à l'ascendant, c'est le Jupiter-Neptune, comme je l'ai dit au début, en 10 en Lion, au milieu du ciel, et c'est éventuellement l'opposition Saturne-Uranus reliée par Pluton, qui justement prend de l'importance à cause de la conjonction Soleil-Lune. Mais en elle-même, la conjonction Soleil-Lune n'a, à mon avis, aucune importance, autre que celle de valoriser l'opposition. Et là, l'opposition Saturne-Uranus, c'est encore un couple. C'est encore un couple planétaire. Vous parliez de Vénus-Mars, couple planétaire, de Soleil-Lune, couple planétaire. Eh bien, Uranus-Saturne fait partie aussi d'un couple planétaire. Ben oui, mais vous avez tout à fait raison. Pourquoi Saturne et Uranus, qui sont tellement opposés au niveau symbolique, occupent des signes qui se suivent? Oui. Hein, c'est aussi misérable. Ça, c'est Barbeau qui a introduit. C'est André Barbeau qui a introduit les pôles solaires. Enfin, il a fait des bouquins dans les années 50. Le pôle Soleil-Lune, le pôle Saturne-Uranus. Oui. Mais en réalité, Saturne s'oppose plutôt au Soleil qu'à Uranus, en fait, sur le plan C'est tout à fait mon avis. Et même sur le plan astronomique. Je dirais même que Saturne est même un été noir. C'est l'été noir du Soleil. Ben, bien sûr. Hein. Ça, s'il y a une l'été étude qui est noir d'une bougie dans une église. L'opposition Saturne-luminaire, elle est totalement évidente. Je vous laisse, vous qui êtes un brillant intellectuel, je vous laisse le soin de résoudre ces contradictions. Non, c'était simplement une enquête que je voulais faire, mais apparemment c'est... Non, mais il y a en tous les cas une remarque intéressante, c'est que les signes se suivent. Et dans les mêmes saisons en plus. Ouais. Donc s'il y a une cohérence, une homogénéité de la saison, homogénéité du printemps, homogénéité de l'automne, homogénéité de l'hiver, l'homogénéité du printemps elle est mise en cause parce que Mars et Vénus sont tous les 2 mètres, l'homogénéité de l'automne c'est parce que Mars et Vénus également sont les mètres, l'homogénéité de l'hiver parce que Saturne et Uranus sont les mètres alors qu'ils sont symboliquement opposés, alors on ne comprend plus rien. Moi, ça ne m'empêche pas de travailler. Je ne comprends pas, mais ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche. Vous savez, je suis un paysan, voilà. Moi, si on me dit qu'une graine est pas bonne pour un truc, mais que je m'aperçois. Non, mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que je pense que vous avez, je sais pas, il y a des gens qui sont astrologues, il ferait mieux d'être mécanicien ou garagiste, parce que c'est pas du tout la même chose. On peut vérifier des choses au niveau du garage, ou au niveau des plantes, mais au niveau psychologique, ça me paraît beaucoup plus compliqué. Moi, je crois que les erreurs conjuguées peuvent amener à une vérité. Alors, vous savez, les jardins trop bien ordonnés, je n'y crois pas beaucoup. à Chantilly. Chercher de la cohérence à tout, je ne sais pas. C'est très... Enfin, je ne sais pas. En tous les cas, avez-vous des remarques sur le... Oui, On a toujours des remarques à faire, évidemment. dis-moi. Ouais, mais le prends pas en négatif, hein, c'est comme ça. Disons un monologue comme ça en passant, s'il te plaît. Bon. Donc c'est une question. D'abord, c'est une question que je me pose. Uranus, il est face à l'ensemble du thème. Oui. Il est tout seul en bas. Alors c'est un thème que j'appelle extraverti. Je sais que tu n'es pas d'accord avec le terme d'extraverti, parce que c'est des planètes qui comptent et non pas la forme du thème. Donc Uranus est très important. Uranus, il gouverne la maison 4,
hein. Uranus et son compère Saturne, ils sont effectivement compères, comme on l'a dit, hein, comme vous l'avez remarqué l'un de l'autre, Uranus et Saturne, par rapport au Capricorne et Verseau. Donc Uranus et Saturne sont maîtres du fond du ciel. Ça, ce sera à creuser de voir si le fond du ciel, ce serait la famille humaine, la famille catholique. Voilà. Oui. Le foyer en question, si c'est Je voudrais revenir en tous les cas sur un point essentiel que tu viens de souligner. C'est la répartition des planètes autour de la roue zodiacale. mais vous l'avez évoqué vous-même. Hein. Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une certaine importance à ce que les planètes, une majorité de planètes en dessous de l'horizon amène à une extraversion et qu'une majorité de planètes en dessous incline plutôt vers une recherche intérieure. Mais ce ne peut être, à mon sens, et je m'en suis là, j'en suis sûr, j'en ai ma main à couper, que ça ne peut être qu'un facteur contributif et pas un facteur essentiel. Car si C'était tu pas as- non plus essentiel oui, dans la remarque. c'est donc contributif. C'est-à-dire que si l'extraversion et l'introversion, c'est un phénomène Jupiter-Saturne. Jupiter pour l'extraversion, Saturne pour l'introversion. Étayé, souligné par Soleil extraversion, Lune introversion. Bon. Et si tu as un Jupiter dominant dans un thème, et quand bien même toutes les planètes seraient au fond du ciel, ça restera un extraverti. C'est-à-dire que c'est la planète qui prime et que leur répartition ne peut que aller amener une contribution supplémentaire. A contrario, si un thème est saturnien et que toutes les planètes sont au milieu du ciel, le thème restera saturnien. Donc, introverti. Voilà, ma remarque s'arrête là. C'est peut-être vrai, mais ce n'est qu'une contribution. Ma question portait sur la maîtrise de ce couple Uranus-Saturne sur le fond du ciel et surtout comment l'interpréter. Ben là, je ne peux pas te le dire parce que d'abord pour moi, le premier maître du fond du ciel, c'est quand même Saturne. Ouais. Alors peut-être Bon. on peut faire remarquer Alors, que c'est en maison. Alors, c'est en maison. En Vierge, c'est-à-dire le groupe dans un sens Oui. dans un sens d'une action militante. Je crois que ça, alors là, on peut affirmer ça. Et puis que ça soit dans le signe de la Vierge qu'on associe à la fois au service, mais aussi à la pureté, et au culte de la Vierge Marie, du reste aussi, culte de la Vierge Marie, culte de la pureté, culte de la notion de service, ça va tout à fait dans le sens. Ok?